Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 68e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Je ne sais pas si c'est aussi ton cas, mais moi, dans mon entourage, je connais des femmes qui n'évoluent pas financièrement. Elles restent pauvres, même quand elles luttent pour réussir à joindre les deux bouts, et j'ai toujours voulu comprendre ce phénomène pour savoir comment l'inverser. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. Si toi aussi tu as envie de comprendre pourquoi certaines femmes restent pauvres volontairement et comment sortir de ce mode de pensée, installe-toi confortablement, partage cet épisode à au moins une femme que tu connais, je suis certaine qu'elle te remerciera, et moi aussi. Ce 68e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 4 parties. Partie 1, qu'est-ce que la pauvreté volontaire? Partie 2, pourquoi certaines femmes restent pauvres volontairement? Partie 3, comment en finir avec ce mode de pensée? Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, qu'est-ce que la pauvreté volontaire? Avant de répondre à cette question, je veux t'expliquer pourquoi je me suis penchée sur cette question et pourquoi j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast. Comme tu le sais déjà, si tu as déjà lu mon livre Fini les dettes, j'ai commencé à gagner de l'argent dès mes 18 ans. Franchement, c'était génial, j'étais contente, je me sentais riche et je dépensais sans compter, sans gestion de budget ni stratégie financière. Quelques années plus tard, lorsque je me suis retrouvée face à 12 000 euros de dettes à rembourser seule, j'ai commencé à m'interroger pour comprendre comment j'en étais arrivée là. Et évidemment, j'ai discuté avec les femmes de mon entourage en espérant qu'elles me donnent des conseils pour rembourser 12 000 euros de dettes. Je t'explique en détail comment j'ai fait dans mon livre Fini les dettes et plus succinctement dans l'épisode numéro 4 de ce podcast, Fini les dettes. Mais lorsque je discutais avec ces femmes et à mon grand étonnement, je me suis retrouvée face à des femmes persuadées qu'elles ne s'en sortiraient jamais financièrement. Elles avaient vraiment l'air de penser qu'elles étaient condamnées à rester pauvres. Et ça m'a mise hors de moi parce que ces femmes étaient courageuses, combatives. Chaque jour, elles faisaient face à des épreuves vraiment difficiles. Mais l'argent ne suivait pas. L'argent ne semblait jamais suivre. Et en tant que comptable, je savais que ce n'était pas normal. En tant que comptable, je pensais qu'il suffisait de mettre en place les bonnes actions pour sortir du rouge et avoir enfin des finances saines, de l'épargne et de l'argent disponible pour les plaisirs du quotidien. Je croyais qu'il suffisait de mettre ses émotions de côté et que tout le monde pouvait avoir une approche comptable de son argent. Mais quand j'ai commencé à rencontrer, les lectrices de mon livre Fini les dettes, à discuter avec elles, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne saisissais pas encore. Et c'est quand j'ai commencé à accompagner les femmes via mon accompagnement Fini les dettes 3 mois pour reprendre le contrôle, que j'ai compris qu'il y a une chose dont on ne parle jamais. Et cette chose, c'est la pauvreté volontaire. Concrètement, la pauvreté volontaire, ce n'est pas être pauvre. La pauvreté volontaire, c'est le fait de refuser les actions qui permettent de sortir de la pauvreté. La pauvreté volontaire est un état d'esprit dans lequel une personne finit par croire que l'argent est dangereux, l'argent est sale, l'argent change les gens, l'argent n'est pas fait pour elle. La pauvreté volontaire, c'est aussi le fait de refuser d'apprendre, de refuser de comprendre comment fonctionne l'argent, refuser de regarder ses comptes, refuser de faire son budget. Et parfois, c'est aussi refuser une opportunité comme une formation rémunérée ou non, une évolution professionnelle ou encore vendre un service ou une compétence. Pas parce que c'est impossible, mais parce qu'elle pense ne pas être légitime, ne pas le mériter, ne pas être à la hauteur. Psychologiquement, ça coince. Elles ressentent comme une tension, une friction intérieure qui leur donne envie de faire demi-tour et de s'enfuir en courant. Et ce phénomène-là, de pauvreté volontaire, ce phénomène est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense.
Selon l'INSEE, en France, 14,5% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Ça fait environ 9,1 millions de personnes. C'est beaucoup. Ce qui est encore plus intéressant à savoir, c'est que les femmes sont plus exposées à la pauvreté que les hommes. En effet, et toujours selon l'INSEE, les familles monoparentales, dont 82% sont dirigées par des femmes, ont un taux de pauvreté supérieur à 30%. Ce qui signifie qu'une femme célibataire qu'une mère célibataire, a 3 fois plus de risques d'être pauvre qu'un couple. Tout ça nous fait prendre conscience que comprendre l'argent, ce n'est pas un luxe. Comprendre l'argent, c'est une question de sécurité. Passons maintenant à la partie 2. Partie 2, pourquoi certaines femmes restent pauvres volontairement. Je trouve que cette question, qui peut choquer, je l'entends, cette question est légitime. Parce que nous vivons dans un monde où la richesse semble être à portée de main ou de clic. Pour répondre à cette question, pourquoi certaines femmes restent pauvres volontairement, voici ce que j'observe régulièrement. La première raison, c'est l'éducation financière inexistante. Dans une étude sur la culture financière publiée en 2023 par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, les femmes obtiennent en moyenne des scores plus faibles que ceux des hommes dans les pays où l'étude a été menée. Pas parce qu'elles sont moins intelligentes, mais parce qu'on ne leur apprend pas. En effet, dans beaucoup de familles, on a un schéma type. Ce schéma type est le suivant. On apprend aux garçons à entreprendre, à investir, à prendre des risques, tandis qu'on apprend aux filles à économiser, à ne pas dépenser, à faire attention. La deuxième raison, c'est la peur de l'argent. Beaucoup de femmes associent l'argent à quelque chose de négatif. Et ça, je le vois beaucoup dans mes accompagnements. Beaucoup de femmes associent l'argent aux conflits familiaux, aux problèmes de couple, aux divorces, aux héritages compliqués, aux dettes, etc. Mais l'argent, ça fonctionne comme la santé. Si tu l'ignores, les problèmes commencent à apparaître. La troisième raison, c'est la dépendance financière. Pendant longtemps, dans beaucoup de couples, l'homme gérait l'argent. Encore aujourd'hui, selon une étude de la Banque de France, une part importante des femmes interrogées déclarent ne pas être impliquées dans les décisions financières importantes du foyer. Cette information me rend dingue. Elles ne sont pas impliquées dans les décisions financières importantes du foyer. Et lorsque la séparation arrive, eh bien forcément, certaines femmes se retrouvent complètement démunies. La quatrième raison, c'est le manque de projection. Beaucoup de personnes vivent au mois le mois, pas par choix, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à planifier. Or, l'argent fonctionne toujours sur le long terme. Épargne, investissement, matrimoine, tout ça se construit sur plusieurs années. La cinquième raison, c'est la pression sociale. Dans certains milieux, réussir financièrement peut être mal vu. On entend des phrases comme «Ah, t'as changé, l'argent t'est monté à la tête» ou bien «Tu te prends pour qui, hein?» Résultat, certaines femmes se sabotent inconsciemment pour rester acceptées par leur entourage. La sixième et dernière raison que j'ai pu constater, elle peut choquer, elle peut t'étonner, et c'est le refus de l'indépendance financière. Je m'explique. Beaucoup de femmes vivent une sorte de controverse intérieure. Elles travaillent, elles gèrent leur foyer, elles font face aux épreuves de la vie, elles sont très présentes socialement et au sein de leur famille, mais l'argent, elles ne veulent pas s'en occuper. Parce qu'elles sont tellement habituées à galérer financièrement, elles sont tellement habituées au chaos de leur vie qu'elles sont persuadées que si elles n'ont plus de problèmes financiers, que si elles sont financièrement autonomes, elles n'auront plus de sujet de conversation. Elles n'intéresseront plus personne et elles se retrouveront seules. Je me dis souvent que s'il existait un club pour les femmes financièrement instables, ces femmes-là, ces femmes qui refusent l'indépendance financière, seraient prêtes à payer 10 000 € par an pour l'intégrer. Il y a aussi le fantasme du quelqu'un, un homme va me sauver. Parce qu'il y a une partie d'elles qu'elles n'assument pas et qui voudrait qu'un homme les prenne en charge. Elles n'assument pas cette part d'elles-mêmes, elles n'assument pas cette volonté d'être prise en charge financièrement par un homme. Parce que cette envie va à l'encontre de l'image sociale qu'elles se sont construites. En toute honnêteté, ce n'est pas un jugement. En toute honnêteté, je peux tout à fait comprendre le désir d'être prise en charge financièrement par un homme. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode de ce podcast d'ailleurs. Mais
même quand on est financièrement pris en charge par qui que ce soit, par un homme ou peu importe, c'est-à-dire qu'on ne paie aucune facture, qu'on n'a pas à s'en soucier, qu'on ne paie pas pour le logement, pour nos vêtements, pour nos soins, pour le quotidien, etc., la règle reste la même. Une femme doit comprendre l'argent pour être financièrement autonome, financièrement indépendante. L'argent est une compétence à avoir, tout comme savoir lire, écrire, compter, conduire. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 3 de cet épisode, comment en finir avec ce mode de pensée. Pour sortir de ce mode de pensée, il y a une première chose très importante à faire. Il s'agit de comprendre que l'argent est un outil. Rien de plus. L'argent n'est ni moral ni immoral. L'argent n'est ni bien ni mal. L'argent est un outil, un moyen qui permet de te loger, de te nourrir, de protéger tes enfants, de financer tes projets. La seconde chose à faire, c'est de te former. Selon une étude du World Economic Forum, les compétences financières de base, comme comprendre un budget, un taux d'intérêt ou l'épargne, ont un impact direct sur la stabilité financière des ménages. En clair, plus tu comprends l'argent, plus tu prends de bonnes décisions. La troisième chose à faire, c'est reprendre le contrôle de tes chiffres. Cela signifie regarder tes comptes, faire un budget, savoir exactement combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu peux épargner. C'est exactement ce que je t'explique dans mon livre Fini les dettes et dans mon accompagnement éponyme. L'autonomie financière commence toujours par la clarté. La quatrième chose à faire, c'est de changer ton environnement mental. Cela signifie que tu dois t'entourer de personnes qui parlent d'argent sans tabou, qui veulent progresser et qui veulent apprendre. Notre environnement influence énormément notre comportement financier. Voici une petite anecdote pour étayer mon propos. Si tu es une auditrice assidue de ce podcast Fini les dettes et que tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà. Il y a quelques années, j'ai déménagé parce que la drogue s'est littéralement installée sous nos fenêtres. Actuellement, je vis dans l'une des régions les plus chères et les plus chics de France. Pendant longtemps, et je vais t'expliquer le rapport, hein. Pendant longtemps, je voulais investir dans l'immobilier. Et le fait de vivre dans un environnement où l'argent semble couler à flot, hein, disons-le clairement, où il y a d'immenses villas, de magnifiques jardins, des yachts, tout ça, eh bien, ça m'a influencé positivement. Je n'ai jamais eu peur d'investir, mais en vivant là où je vis actuellement, ma façon d'investir a changé. Ma façon d'aborder l'immobilier a changé et très rapidement, je suis devenue propriétaire sur la banque. L'achat de mon premier bien immobilier a été très facile. Je me souviens que ça m'avait très, très étonnée. Je me souviens avoir dit à l'agent immobilier: «J'ai l'argent sur mon compte, je suis là, je suis prête à acheter maintenant» et c'est ce qui m'a permis de négocier le prix. Je t'en parle d'ailleurs dans les épisodes numéro 13, immobilier et indépendance, numéro 20, s'affirmer en affaires quand on est une femme et numéro 53, mon projet immobilier éco-responsable. La cinquième chose à faire pour sortir de ce mode de pensée de pauvreté volontaire consiste à passer à l'action, même avec une petite somme. Épargner 5, 10, 20 euros, puis 50, puis 100. Ce ne sont pas les sommes qui comptent au départ, mais l'habitude financière. Passons maintenant à la partie 4 de cet épisode, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 68e épisode du podcast Fini les dettes, nous avons vu 4 choses à retenir. Petit 1, la pauvreté volontaire n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de croyance et d'habitude. Petit 2, beaucoup de femmes n'ont jamais appris à gérer leur argent. Petit 3, ce mode de pensée peut être changé. Petit 4, l'autonomie financière commence toujours par la connaissance et l'action. Pour le défi de la semaine, j'aimerais que tu te poses cette question très simple et que tu notes la réponse dans ton carnet. La question est la suivante. Quelle est la seule action financière que je peux faire cette semaine pour reprendre le contrôle? Par exemple, regarder mes comptes, commencer une épargne, lire un livre sur l'argent, écouter un épisode du podcast avec un carnet de notes pour une écoute active, euh, etc. Concentre-toi sur une seule action parce que les grandes transformations commencent toujours par un petit pas.
Cet épisode numéro 68 du podcast Fini les dettes est maintenant terminé. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apporte tout ce que tu as à savoir sur l'argent pour reprendre le contrôle et construire la vie à laquelle tu aspires. Le lien est dans la barre d'infos. On se retrouve ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances. Et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!